Suite de l'activité 2 dans laquelle on aborde la notion de sol et notamment grâce à cette animation consacrée au sujet. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour voir un peu le type d'infos qu'on peut trouver dans cette ressource. Là, je vais essentiellement corriger la consigne 1 et le début de la consigne 2. Les constituants du sol, si vous êtes parvenu à trouver les 12 échantillons qui pouvaient être collectés, ça donne à peu près ceci. Donc feuilles mortes, brindilles, racines, écorces, fruits. On a principalement des débris végétaux, ce qu'on appelle la litière, mais pas seulement, puisqu'on trouve aussi une coquille d'escargot. Le point commun entre tout ça, de la matière organique, de la biomasse qui est morte, puisqu'elle est détachée, séparée des êtres vivants auxquels elle appartenait. Ensuite, on a un fragment de roche, du sable, des gouttes d'eau, autrement dit de la matière minérale. Et enfin, troisième catégorie, un lombric, une larve d'insecte non identifiée, donc des animaux, mais aussi, tout à fait à droite, des champignons qui forment des filaments blancs sur cette feuille. Il s'agit donc tout simplement d'êtres vivants qui peuplent le sol, et on va le voir, il y en a bien d'autres. Certains sont visibles à l'œil nu, d'autres non. Alors, pour vous situer, regardez en bas à gauche, il y a une barre d'échelle, sa longueur est de 1 mm, ce qui vous permet d'avoir une référence. Alors, ce sont des animaux, donc on va parler de faune, microfaune si la taille est inférieure à 200 micromètres, ou macrofaune pour les espèces qui dépassent les 2 mm. Ça peut aller d'ailleurs bien au-delà, si vous pensez par exemple à certains rongeurs qui font leur terrier dans le sol. On n'oublie pas non plus les champignons, ni les bactéries, qui sont très nombreuses, et qui sont des éléments essentiels dans le processus de décomposition de la biomasse. Le réseau alimentaire, le réseau trophique qu'il était possible d'établir est celui-ci, et après il suffit de l'associer à quelques données issues des documents pour faire une réponse un peu plus étoffée. Je rappelle que c'est la consigne 1 qu'on est en train de corriger ici. Alors, tout part de la biomasse morte, constituée principalement de débris végétaux, mais aussi de cadavres d'animaux. Les principaux décomposeurs sont des bactéries et des champignons, qui contribuent à transformer l'ensemble de cette matière organique. On trouve aussi plein d'autres choses, des vers, des mille-pattes, des insectes, des acariens, qui se nourrissent de la matière végétale morte et ingurgitent sans doute au passage nombre de bactéries et de champignons. Ces animaux sont également des proies pour d'autres. Par exemple, les lombrics sont au menu des taupes, mais aussi des mille-pattes du genre Lithobies. Les lithobies se nourrissent aussi de gloméris ou de colamboles, qui eux-mêmes sont la proie de pseudoscorpions, lesquels ne font généralement pas les difficiles lorsqu'ils tombent sur des oribates. Donc au total, de très nombreuses chaînes alimentaires qui s'organisent en réseau et des interactions complexes qui s'exercent au sein de cet écosystème. Alors c'est d'ailleurs beaucoup plus complexe que ça en réalité, et pour les élèves qui s'intéressent un peu à l'écologie du sol et à l'agronomie, sachez qu'il y a de nombreuses choses à étudier dans ce domaine. On passe à la consigne 2 qui vous demandait de trouver une légende, d'expliquer un peu chacune de ces 4 étapes de la formation d'un sol. Vous reconnaissez le graphisme de l'animation que vous avez dû normalement consulter. Alors première chose, la formation d'un sol, ça ne se fait pas en un jour, mais au contraire c'est un processus long et complexe, de sorte que typiquement c'est de l'ordre de quelques millimètres de sol qui sont formés en un siècle. Je mets ici le graphique épaisseur du sol en fonction du temps, qui vous permet d'estimer cette vitesse. Et dans cet exemple, on a 80 cm de sol formé en 16 000 ans, avec une vitesse d'ailleurs qui n'est pas constante, comme vous pouvez le constater. La vitesse est aussi très variable en fonction des conditions climatiques, puisque la première étape de la formation d'un sol, c'est l'altération de la roche-mère. Cette roche est à l'affleurement, elle subit l'action de l'eau, des variations de température, du vent, tout ça contribue à la désagréger par fragmentation mécanique d'une part et par action chimique d'autre part. Souvenez-vous notamment de la dissolution et de l'hydrolyse qu'on a évoqué dans le chapitre précédent. Deuxième étape, la colonisation par des végétaux pionniers. La matière minérale qui est issue de l'altération, c'est-à-dire des particules ou des ions dissous, constitue en effet un substrat sur lequel des végétaux peuvent à présent se développer. Donc si jamais des graines se retrouvent par hasard à cet endroit, dispersées par le vent ou par les animaux, elles pourront effectivement germer si les conditions sont favorables, et des végétaux pionniers vont pouvoir s'enraciner.
cet enracinement, ça va aussi faciliter, accélérer l'altération de la roche sous-jacente, bien sûr. Ces végétaux vont changer beaucoup de choses en fait. Ils attirent déjà des insectes et d'autres animaux, ils se reproduisent, donc la végétation est amenée à s'accroître, et ils finissent par mourir, donc ça fournit de la biomasse morte exploitable par les décomposeurs. On en vient justement à la troisième étape, la formation d'humus. L'humus, c'est la couche superficielle du sol, c'est le résultat de la décomposition de la matière organique morte, et ça se présente généralement sous la forme d'une terre de couleur sombre, presque noire parfois, très riche en nutriments. Le processus peut se poursuivre comme ça pendant très longtemps, l'épaisseur du sol augmente en conséquence et on va avoir une accumulation de nouvelles couches qui sont en principe horizontales et qu'on va appeler des horizons. Alors retenez ce terme, horizon, un mot de vocabulaire associé au sol et qui est synonyme de couche ou de strate, hein, comme vous voulez. Voilà, donc vous comprenez que la formation du sol, elle a lieu simultanément en surface, grâce à la décomposition de la biomasse, et en profondeur, grâce à l'altération de la roche. Et après, hein, il peut y avoir aussi, au moins partiellement, un brassage qui peut s'opérer grâce à l'action de la faune du sol et des eaux d'infiltration. L'organisation du sol en horizon, généralement, elle demeure quand même, c'est assez apparent ici, hein, sur cette photo que vous avez reçue par ailleurs, et sur laquelle on va travailler. Alors c'est un sol que l'on voit en coupe, on distingue bien les différents étages, et maintenant, avec vos connaissances, eh bien, vous êtes normalement capable de nommer tout ça. Avant de faire ça, on va d'abord réaliser un croquis de ce paysage. Alors, bien sûr, hein, rien ne saurait remplacer une véritable observation sur le terrain, mais là, on n'a pas bien le choix, donc on va faire au mieux. Un croquis ou un schéma d'interprétation, ça vous avez dû en faire quelques-uns au cours de votre scolarité. En principe, il vous faut une feuille blanche, un crayon à papier, une gomme, et c'est parti. Alors, pour changer un peu, et puis comme on part d'une image numérisée, eh bien, je vais vous montrer comment on peut faire un dessin très facilement avec un logiciel qui s'appelle Mesurim. Mesurim, le plus souvent, ça sert à faire des mesures sur des images, à déterminer des tailles, à faire du comptage de cellules, hein, ce genre de choses. Mais il y a aussi une option très pratique qui permet de faire du dessin d'après photo. Alors, pour vous montrer ça, je vais faire un mini tuto sur une prochaine vidéo, ce qui vous laisse le temps de télécharger Mesurim et de l'installer sur votre ordinateur. Donc le lien pour faire tout ça est dans la description. Donc faites ça maintenant, je compte sur vous et la prochaine fois, vous pourrez faire votre propre croquis après avoir suivi les instructions que je vous donnerai. Voilà, suite au prochain épisode.